Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Bienvenue dans Voiture de légende pour une émission printanière. Les beaux jours reviennent et on va se mettre évidemment sur la route à sortir nos belles ancêtres. On commence par un tout nouvel événement, un rallye qui s'appelle le Spring Road Classic. Il est organisé par deux grands spécialistes des copilotes de légende, Willy Lux et Joseph Lambert, direction Verviers pour partir vers le sud de la Belgique. En 2 éditions à peine, les Classic Spring Road sont déjà trouvés place parmi les rallyes de régularité pour véhicules historiques qui comptent dans notre pays. À l'heure de prendre son envol, le samedi 23 mars sur le parking de l'hôtel Verviers, les températures étaient plutôt hivernales que printanières. Confirmation de cette tendance avec Willy Lux, l'un des organisateurs, qui avouait que du côté de l'Eifel belge, terrain de jeu de ces Classic Spring Roads 2013, la neige était encore bien présente. Avant-hier, il y en avait encore, il neigeait. On a dû faire d'ailleurs dégager les routes au chasse-neige au début de semaine, une 40aine de kilomètres. C'est vraiment, on a eu des gros soucis. Ça nous a un peu mis en retard entre nous, entre le staff, parce que quand on est sur la route, on n'est pas dans l'administratif. Donc, mais tout va bien. Qu'à cela ne tienne, à l'heure du grand départ, quelques 62 équipages répartis dans les catégories experts, classiques et découvertes étaient fin prêts à découvrir le parcours concocté par Willy Lux et Joseph Lambert, deux spécialistes de la discipline. Et c'était parti pour une journée de samedi bien remplie avec un passage rapide par le gué de Tiège, prétexte à de bien belles images. Dès l'arrivée dans la région de Saint-Vith, le ton était donné. Au menu, neige et glace, de quoi compliquer la tâche des équipages. Dès cet instant, on comprenait que pour ces Classic Spring Roads 2013, l'équipement pneumatique aurait son importance. Engagés en experts, les Français Didier Courvier et Claude Taruffaut relevaient un double challenge en débarquant ici, affronter les conditions climatiques hivernales, mais aussi les spécialistes belges de la régule, pas simple. Ouais, c'est un peu compliqué. Dès l'instant où on n'a pas la bonne grille pour déchiffrer, on a quelques difficultés. Mais bon, on est en train de s'y faire là. Ça devient bon. Ouais. Que dire alors de Philippe et Michel Denis qui tentaient un pari encore plus fou, parcourir les Classic Spring Roads à bord d'une vaillante Citroën Traction, la plus ancienne voiture du plateau bien sûr, ce qui n'avait pas l'air de stresser son pilote. Ces voitures ont été faites pour faire tout et pourquoi pas les rallyes régularité. De voitures remarquables, il en était aussi question pour Michel Clojon et Freddy Morse, dont la Porsche 356 Pré A est un modèle du genre, qui plus est redoutable d'efficacité. Longue, la première journée de course l'a assurément été, compliquée aussi. Et quand la neige et la glace n'étaient pas au rendez-vous, il y avait toujours une petite subtilité dans le roadbook pour plonger pilote et copilote dans le doute. Cap sur Howell et sa célèbre tour d'observation, d'où les spectateurs ayant bravé un vent glacial allaient assister à un bien étrange ballet. Mais qu'importe les difficultés, pourvu que le parcours soit superbe. En dépit des contrariétés météorologiques, l'épreuve de Willy Lux et Joseph Lambert allait faire l'unanimité auprès des spécialistes réunis dans la catégorie expert. C'est vraiment du haut niveau, donc pas simple. Avec le retour de l'obscurité, le froid s'intensifiait. Après le repas en terrain de football de Hansfeld, Willy Lux et Joseph Lambert prenaient la sage décision de rendre la boucle de nuit, réservée aux seuls experts, non obligatoire. Il n'en fallait pas plus à certains pour clôturer là la première journée. D'autres par contre semblaient plus motivés que jamais, à l'image de David Dam, le fils de René. Plutôt satisfait de son parcours, compte tenu des conditions, et bien décidé, avec son copilote Patrick Lien, à prolonger le plaisir en version nocturne.
La nuit sur ces classiques Spring Roads devenus très winter, cela donnait ceci. Même pour rire, impossible de relâcher la concentration au risque de ballonner ou se retrouver au fossé. De quoi faire de ce rallye une épreuve pour grands garçons. De la nuit noire au grand manteau blanc, sans transition aucune. Dimanche matin, la caravane repartait pour une dernière demi-journée d'anthologie, qui n'allait en fait pas aller jusqu'à son terme. Dans Ster, c'était déjà très compliqué, comme on peut en juger sur ces images. Mais du côté d'Elsenborn, c'est rapidement devenu impossible. Cette fois, la course était jouée et le classement figé. Ce qui nous amène à la partie sportive proprement dite, avec pour débuter la catégorie découverte qui a fait la part belle au Porsche. C'est la 911 Carrera 2,7 litres de Nicolas Haine et René Beyers qui décrochait une victoire assez aisée. Une autre 911, la version SC Cabriolet de Robert Waxweiler et Vanessa Frézard, s'offrait la médaille d'argent au général et la victoire en classe H. Moins de chance pour une autre Porsche 356C, celle de Michel Orny et son épouse Francine, trop rapidement éliminée. C'était quand même bien que j'arrête parce qu'avec la glace qu'il doit y avoir, c'était bien de ne pas la mettre quand même au trou, de risquer de la mettre au trou. Mais superbe roadbook et superbe parcours. On passe à la catégorie classique qui allait assez rapidement être privée de la très belle Volvo PV 544 d'Yves Noulanders et Laurent Soignis, le pilote estimant que la monte pneumatique de sa suédoise était inadaptée dans ces conditions parfois extrêmes. C'est sans discussion aucune qu'un autre Yves de Flandre allait décrocher la victoire au volant de cette très belle Porsche 911. Un succès d'autant plus important qu'il était signé avec Benoît de Flandre, le fils d'Yves, dans le baquet de droite. Rentré à l'hôtel Verviers dimanche midi avec près de 800 points d'avance, le Liégeois n'a pas volé ses trophées au classement général et en classe G. C'était compliqué aujourd'hui. Ah oui, plutôt. Mais nous, on adore ça, donc on revient du neige et glace, on avait encore ça dans les jambes et ça nous a bien aidé, on va dire. Clou obligatoire pour s'en sortir. C'est-à-dire que j'avais pas le choix. J'avais soit des pneus été, soit ce pneu-là. Donc, et j'avais pas le courage ni le temps d'enlever les clous. Et tout compte fait, ça l'a fait aussi. Comme en découverte, les Porsche ont trusté le podium final. C'est une autre 911, la version 2,4 litres S de Patrick Malherbe et Daniel Pijolet qui prenait la médaille d'argent. Son pilote étant surtout heureux d'être arrivé au bout de l'aventure. Compliqué aujourd'hui avec ces conditions météo? Oui, donc j'ai fait le rallye neige et glace quelques fois et c'était des conditions dignes du neige et glace. Avec un détail quand même important, c'est qu'on n'avait pas de pneus à clous, ce qui rendait la difficulté plus importante. Et la voiture est assez basse, donc elle se pose pas mal quand il y a des grosses ornières. De Porsche 911, il en était aussi question pour Christian Crucify et Eric Chapa, qui a pourtant mal débuté le week-end. Mais le caractère difficile des classiques Spring Roads a incité l'équipage à continuer à y croire. Si la Porsche de Crucify et Chapa s'imposait en classe H, il fallait descendre en 10e position pour trouver son dauphin. Une autre Porsche 911, la version SC, de Thierry Kenny et Jean-Yves Bozet. Plusieurs BMW loupaient le top 10 final d'un petit rien, à l'image de la 2002 TII de Gerd Steffens et Eddie Roderbourg, 11e du général. Une poignée de points derrière surgissait cette TII Touring relevant de la classe G aux mains de Pierre Le Burton et Yves Lambert. Quant à la palme de la meilleure voiture de moins de 1300 cm3, elle revenait à cette DAF 66 que se partageaient Alain de Gives et le célébrissime Christian Delferrier. Tout n'a pas été simple pour la Volvo Amazon 122S de Patrick Sorel et Antoine Mombart, mais le duo trouvait néanmoins place dans le top 15 final. C'était aussi le cas de la BMW 323i des 3e de la classe H, confiée aux bons soins de Jacques Évrard et Dominique Pack. Pour la très sympathique Moretti 850 Sportiva de Didier Ledeweix et Pat Lambert, cette présence à l'arrivée n'a tenu qu'à un petit rien. C'est en effet sur le chemin de retour vers l'hôtel Verviers que la petite italienne a commencé à s'essouffler. Parmi les bolides manquant à l'appel dans la première partie du classement, on pointait la Mini Cooper MK2 de Pascal Van de Mortel et Didier Van der Stock qui a dépassé les 6000 points de pénalité. À peine moins bien pour la MGB GT V8 de Benoît Loïs et Jérôme Bestgen qui a rencontré bien des difficultés.
Quant à la Porsche 356B de Paul Royen et Jean-Luc Fréquin, elle n'a guère brillé au classement général, ce qui ne l'a pas empêché de décrocher la gagne en classe E. On passe à la catégorie des experts où la course se jouait paradoxalement dans la nuit de samedi à dimanche. L'arrivée de la neige condamnait Chavant et Cédric Pirotte dont la Porsche 911 n'était pas équipée de pneus adéquats. Ce qui se traduisait par quelques petites chaleurs, notamment dans Ster, mais l'efficace duo conservait la deuxième place du général et la victoire en classe H. Des clous, il y en avait clairement sur les pneus arrière de la Porsche 914-6 de Daniel Reuter et Robert Van de Vorst, qui n'allaient commettre aucune erreur majeure durant cette ultime partie de rallye, faisant même preuve de philosophie en se disant que la situation était précaire pour tout le monde. Quant au meilleur équipage étranger, il n'apparaissait qu'au 16e rang, sans doute un peu dépassé par les événements. Cette Porsche 914-6 était menée par Christophe Berthelot et Olivier Sussot. Quant à Anna et Hans Sylvan, suédois bon teint, ils avaient rejoint la Belgique afin de prendre part à une épreuve printanière à souhait pour oublier l'hiver, raté. Très satisfait de voir que le public a apprécié nos efforts. Alors on entend des concurrents et disent c'est une des références au niveau des rallyes historiques de régularité. Ça fait plaisir, j'imagine, vous qui êtes quand même un expert en la matière. Expert en tant que participant, je n'en suis qu'à ma deuxième organisation. C'est un autre volet que je n'ai pas pu aborder lors de ma carrière professionnelle. Clap de fin pour ce millésime 2013, l'épreuve reviendra forcément en 2014, mais peut-être serait-il plus judicieux de la baptiser Classic Spring Winter Roads. Et voilà pour ce Spring Road classique qui, eh bien, on l'espère, va devenir une vraie classique du calendrier de nos épreuves historiques. Alors nous avons un invité pour cette émission, il s'agit de Frédéric Subert qui nous présente quelques-unes de ses œuvres, parce que je crois qu'on peut parler d'œuvres d'art. Fred, il y a des gens qui font du maquettisme, du modélisme. Ici, on est vraiment plutôt dans l'orfèvrerie. Alors c'est ton métier, c'est ta passion, c'est ton hobby. C'est un grand privilège de pouvoir faire ça. C'était un hobby. Donc depuis que j'étais tout petit, j'ai fait des mécanos. Donc puis j'ai fait un peu d'études, donc avec la pression des parents. Et puis je me suis mis à faire des maquettes que je vends à travers le monde. Donc j'ai toute une clientèle mondiale qui collectionne ce que je fais. Voilà, donc je vis de ma passion. Tu es devenu un spécialiste vraiment dans la miniaturisation, enfin on se comprend, parce que tu travailles toutes les échelles. Là, on est au 43e avec une très belle McLaren de Formule 1, une Lotus de Senna. C'est quelle échelle ça? Ça, c'est du 20e. Du 20e, une Bugatti absolument magnifique, Bugatti 35, au 8e, et une Ferrari 126 C2 en cours de fabrication, la fameuse voiture de Gilles Villeneuve. En dessous, on a une Porsche au 43e et encore une Ferrari au 12e 24e. C'est ça. Alors, pourquoi toutes ces échelles différentes et pourquoi cette variété de modèles? Est-ce que c'est vraiment du travail à la commande? Non. D'abord, mon échelle, c'est le 43e. Si je suis connu dans le monde, c'est vraiment l'horloger de Bruxelles, c'est vraiment au travers du 43e que je me suis fait connaître et pour lequel je suis reconnu. Mais les années passent, mes yeux aussi. Donc j'ai dû tout doucement me diriger vers d'autres échelles plus grandes et je me suis aperçu j'avais une demande également pour des échelles comme le 8e, le 20e. Et voilà, donc je me suis lancé tout doucement dans des échelles plus grandes. Mais mon fer de lance reste et est le 43e. Alors Fred, dis-nous aussi, ce sont tes clients qui commandent les voitures ou bien c'est toi qui mets sur le marché certains modèles qui te semblent porteurs? Alors, pour les esthètes, comme je vais les appeler, donc pour les seigneurs qui ont des collections pas possibles, là, je fais des modèles à la commande. Donc, une pièce comme la Bugatti ici. Voilà, ça c'est pour un client français qui m'a été commandé il y a quelques temps. Donc, mais sinon, je réalise un prototype au 43e qui me prend plusieurs mois. Et alors, je décide d'en faire 15 pièces numérotées signées, 20 pièces numérotées signées, 5 pièces, selon mon envie. Et selon la demande aussi quand même un peu. Ouais. Alors on s'y prend comment en documentation? Parce que chaque pièce finalement tu fabriques dans tous les métaux, tu travailles comment? Pour Ferrari on trouve tout évidemment. Sur internet vraiment on trouve absolument tout ce qu'on veut. Les autres voitures, les autres marques, c'est plus d'un travail de recherche. Mais en général les collectionneurs qui ont la voiture, fatalement ils ont tout ce que j'ai besoin pour réaliser leur voiture.
Et dans ton métier comme dans d'autres, évidemment, Internet a révolutionné un peu la manière dont l'information circule. Notamment pour l'information et surtout pour contacter le client. J'ai un client en Australie, 2 minutes après, il a le projet et 4 minutes après, je sais s'il la veut ou il la veut pas. Donc ça a vraiment révolutionné mon travail. Sinon, c'était rétromobile, une fois par an, exposé. Donc voilà. Donc merci Internet. Voilà, Frédéric Subert, suberfactory.com. Il suffit d'aller voir. C'est vraiment un métier absolument fascinant de l'automobile en miniature. Merci Fred. Nous, on va aller voir des belles automobiles avec un concours d'élégance. C'est la première fois qu'il est organisé à Monaco, en principauté, sur l'esplanade du port. L'automobile et les voitures anciennes ont vécu une nouvelle fois à Monaco par le concours d'élégance organisé pour la 4e fois par le Monaco Motor Legend. Le Monte Carlo concours d'élégance s'est déroulé sur l'esplanade du port avec un nombreux public qui est venu admirer et se promener parmi ces voitures exposées avant le début du concours. Passionnés, collectionneurs et professionnels ont ainsi discuté et donné leurs commentaires sur les différents modèles présents. Promis, nous reviendrons plus spécialement sur le concours d'élégance et ses belles voitures de collection dans notre prochaine émission. C'est évidemment le premier jeudi de juin. Toujours de belles autos à Monaco et puis sous le soleil ou en tout cas un ciel bleu malgré un printemps qui était un petit peu pourri. Je vous propose pour reprendre un coup de soleil eh bien, de prendre la direction de la Costa Brava en Espagne. Pour le Costa Brava classique, c'est un des très beaux rallyes, c'est le 10e anniversaire de cette belle épreuve avec 50% d'équipage étranger et une belle domination des Belges. Plus de 100 équipages étaient au rendez-vous du prestigieux rallye historique de la Costa Brava qui fêtait cette année sa 10e édition à Lloret del Mar. Une occasion unique pour le public d'admirer ces voitures anciennes, âgées de 25 ans au minimum, en parfait état de conservation et complètement équipées afin de faire la compétition. Le Costa Brava Historico regroupait des participants venant de 12 pays différents, preuve de l'aspect international de cette course de régularité. Le beau temps était également au rendez-vous, un beau soleil de printemps pour accompagner les 4 étapes disputées du jour. Une course assez dure de 1424 km, dont la plupart étaient des routes montagneuses du nord de la Catalogne. Un itinéraire exigeant mais qui permettait aux pilotes et à leurs accompagnants de profiter aussi des paysages, mais surtout de l'excellente gastronomie régionale. Après le contrôle et l'enregistrement des véhicules, arrive enfin le grand moment du départ sur la promenade de Lloret del Mar. À mentionner l'intervention des institutions publiques pour le bon déroulement de ce rallye. C'est un événement très important pour nous, surtout pour l'impact économique de la région. Cela fait 10 ans que c'est organisé et en plus, 50% des participants viennent du reste de l'Europe et du monde. Parmi les 100 participants, on regardait surtout les fidèles protagonistes qui sont chaque année au rendez-vous, un bel exemple de loyauté à l'épreuve catalane. Pour moi, c'est le rallye près de la maison. Je dirais aussi que c'est le 2e rallye le plus important d'Europe.
On va essayer de faire de son mieux, bien qu'il y ait beaucoup d'engagés que des bons pilotes. Il y a même le vainqueur du rallye de Monte-Carlo. Une très belle épreuve, le Costa Brava, il faut être très performant parce que c'est une cadence assez soutenue et c'est une très longue course sur 4 jours. Après avoir fait chauffer les moteurs, le rallye commençait, donnant l'occasion aux participants de profiter d'un des plus beaux paysages de Costa Brava. Une course de plus de 1400 km de navigation et de régularité, mettant à l'épreuve le travail entre pilotes et copilotes, un élément clé pour pouvoir gagner ce rallye. Une difficulté supplémentaire venait à la tombée de la nuit. Tous les participants devaient s'adapter à ces conditions nocturnes sans perdre de vue le temps chronométré établi par les organisateurs. À la fin de la première étape, les grands favoris avaient joué leurs cartes. Dans la deuxième étape, les participants devaient parcourir plus de 600 km, dont 300 km de régularité, répartis en 14 sections. La section de terre et le parc aquatique furent ce qui plaisait le plus aux spectateurs et aux pilotes. Parmi ceux-ci, le leader professionnel de l'épreuve, le double champion de cette course de voitures anciennes, José Larrep. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Avec Eloy, ça passe à merveille. On est en tête du classement pour le moment. J'espère que ça va continuer. La caravane des voitures continue et pendant la deuxième journée de l'épreuve, le paysage change complètement. On oublie le paysage des circuits et on rentre dans les virages, les courbes typiques de la région. Un des participants qui s'amusait le plus était l'anglais Andrew Sim, au volant d'une Sunbeam Rapire. On profite de votre beau pays, du bon climat et d'un rallye fantastique. Les routes sont géniales et ici j'ai avec moi la participante la plus jeune, 17 ans. Après le marathon de cette deuxième journée, surprise dans le classement général avec José Larrep qui descend à la 4e place. C'est la Porsche 911 d'Yves Delflandre qui prend la première place devant la Mini Cooper. La troisième et la quatrième étape se déroulaient pendant la dernière journée de l'épreuve. Les pilotes devaient parcourir 559 km, dont 277 de régularité. Une fois de plus, les pilotes devaient s'adapter aux différentes sections de l'itinéraire avec tous ces virages spectaculaires. Les sections de régularité sont aussi le témoin du défilé de ces voitures anciennes. Avant de terminer cette troisième étape, les participants pouvaient de nouveau profiter du circuit exigeant et offrir une des meilleures occasions pour les spectateurs de voir ces bijoux historiques en pleine action. Après tout cet effort, la caravane arrivait sur la promenade de Lorey, dans la bonne ambiance et dont le public encourageait les pilotes. Ceux-ci devaient encore faire la dernière étape, soit 6 sections complètes en nocturne. Pour certains, comme la pilote d'avion Mercé Marty, participer dans un rallye de voitures ne diffère pas tellement de son travail journalier avec les avions. La compétition a beaucoup de choses en parallèle. L'adrénaline, vouloir gagner, se surpasser. Pour finir, ça se ressemble. La compétition reste la compétition.
Après une première pause, retour au volant pour effectuer la dernière partie du rallye du Costa Brava. La fatigue et roulée de nuit se fait sentir chez certains participants qui terminaient cette 10e édition après 3 heures du matin. La première journée s'était bien passée. Nous étions 10e et puis nous avons fait une excellente deuxième journée. Et nous avons terminé donc cette deuxième journée en première place. Nous partions ce matin en premier, mais nous avons eu quelques petits problèmes avec des sondes ici en fin de journée. Et maintenant, nous venons de perdre la première place pour 1 seconde. Mais on va essayer de récupérer ça dans les 6 spéciales qui restent durant la nuit. Le rallye Costa Brava est un rallye qui a une excellente réputation en Belgique. En plus, ça se déroule au soleil, les étapes sont très belles, la région est très belle. Bon, nous aurions souhaité cette année qu'elle soit un peu plus rapide durant la journée. La nuit, c'est parfait. Dans la journée, nous trouvons ça un petit peu lent. Mais je pense que le rallye continuera toujours à attirer de nombreux Belges parce que tous les équipages belges aiment avoir cette épreuve à leur palmarès et la remporter. On est très content d'être venu ici. C'est une organisation magnifique, une région magnifique, un encadrement magnifique. Donc on reviendra de toute façon, certainement. Voilà. Et on a fait un beau rallye. Malheureusement, on a fait une erreur dans la 16e spéciale, donc on a perdu beaucoup de place. Mais on reviendra l'année prochaine pour améliorer notre résultat. Après ces 3 jours d'épreuve, le vainqueur de cette 10e édition du rallye historique du Costa Brava étaient les sympathiques Belges Yves Delflandre et Joseph Lambert. Le dimanche midi, la promenade était remplie de monde, avec de l'animation pour tous les goûts, puis un peu plus tard avait lieu la remise de prix de cette 10e édition du rallye Costa Brava historique. Les conditions climatiques printanières ont contribué au succès de ce rallye avec une participation de haut niveau et une ambiance spéciale. Autant d'éléments pour faire de ce rallye une référence mondiale dans le domaine des rallyes de régularité. Voilà pour ce Costa Brava historique en terre catalane, historique à plus d'un titre, puisque c'était le 10e anniversaire. Maintenant, je vous propose de parler de l'agenda de notre prochaine émission, enfin de ce mois de mai, de ce mois de juin. Il y a pas mal d'événements qui se profilent à l'horizon. On pense notamment au Tour Auto, bien sûr, incontournable. Nous avons également le Grand Prix de Pau, historique, en ville, course en ville. Et puis chez nous, à Spa, le fameux Spa Classique, le dernier week-end de mai, à ne manquer sous aucun prétexte cette année. Eh bien, l'accent sera mis sur les voitures de tourisme, une spécialité locale. Autre événement, ce sera à la fin du mois d'août, du 23 au 25 août, du côté de Saint-Moritz, Passion Engadina, dont voilà quelques images pour vous mettre en appétit. C'est à Saint-Moritz, dans le canton des Grisons, que se déroulera une épreuve de régularité très particulière. Le Passionné Engadina est réservé aux voitures de conception italienne. C'est du 23 au 25 août. Venez-y nombreux. www.passionné-engadina.ch. Voilà pour cette émission Voiture de légende. Bonne route avec vos anciennes. Et puis un petit coucou à nos partenaires, F1i Magazine, F1i Classique en l'occurrence, qui nous intéresse, avec le nouveau numéro qui évoque le Grand Prix de Monaco en mai 68, tout un programme. Et puis aussi Rétro Course, évidemment, le mensuel qui rend compte de toutes les courses historiques et épreuves classiques auxquelles vous vous intéressez avec vos anciennes voitures. Voilà pour cette émission. Rendez-vous la prochaine fois. Et entre-temps, vous savez que vous pouvez tout revoir sur notre site internet www.voituresdelégende.com. À bientôt.
Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique.